Monsieur le conseiller d'État, chers collègues, mesdames et messieurs les représentants des différents services de l'État, mesdames et messieurs les représentants des directions d'école, des associations professionnelles et des partenaires de la formation dans le domaine santé sociale, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette séance d'information sur la formation dans le domaine santé sociale. Je vous présente peut-être brièvement les différents chefs de service qui ont participé à l'élaboration notamment de la fiche de projet, ainsi que les représentants de l'entreprise avec qui vous aurez des contacts tout prochainement. Tout d'abord, je ne commence pas par mes chefs de service, mais peut-être par les autres. Tout d'abord, Monsieur Jacques Laurent, qui est le chef de service des institutions des adultes et des mineurs, que certainement certaines d'entre vous connaissent déjà, mais peut-être d'autres pas. Donc, je vous prie peut-être juste vous lever pour qu'on vous voie. Voilà. Il y a Monsieur Vincent Huguenin-Dumitan qui est excusé aujourd'hui, mais qui devrait être représenté par Monsieur Christophe Guy, que je ne vois pas là au fond. Monsieur Guy, bienvenue. Il y a également Monsieur Laurent Feutz, qui est le représentant du service des formations post-obligatoires et de l'orientation, et Monsieur Christian Fellrath, qui est le chef de service de la protection de l'adulte et de la jeunesse, et Monsieur Fonjala, qui est le directeur de la maison Enkidou. Voilà, et son collaborateur, et là je reprends mon petit billet, Monsieur Madou Souden, qui est également présent aujourd'hui pour cette séance d'information. J'ai effectivement le plaisir d'ouvrir cette séance qui sera effectivement une séance où nous pourrons débattre des différents sujets qui nous préoccupent, notamment la pénurie du personnel formé dans le domaine santé sociale, qui effectivement, dans les mois et dans les années à venir, devront relever des défis majeurs. C'est notamment pour répondre à l'évolution de la démographie, mais également pour répondre à la votation populaire du 9 février, qui va certainement aussi avoir une influence sur la main-d'œuvre qui aujourd'hui vient d'outre-frontières, mais aussi pour répondre effectivement aux conséquences qui sont aujourd'hui encore pas vraiment prévisibles de l'évolution du franc. Le gouvernement se doit de prendre des décisions déjà aujourd'hui pour pouvoir effectivement pallier aux besoins à l'avenir, et c'est pour cela que nous avons organisé cette séance. Il y a effectivement lieu pour le gouvernement de pouvoir optimiser encore le potentiel en main-d'œuvre indigène pour répondre à ces différents défis, mais on devra aussi répondre aux besoins de vos domaines spécifiques, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine du social. Comment nous pouvons y répondre? C'est notamment par l'offre de formation attrayante, par l'offre de formation qui répond spécifiquement à vos besoins. Il y a des études qui ont été faites qui démontrent très clairement, surtout au niveau national, l'immense fossé qui se pointe aujourd'hui en disant que la main-d'œuvre formée ne répondra pas aux besoins futurs des différents domaines. Et c'est effectivement avec cette composante-là que nous devons aujourd'hui faire et à laquelle nous devrons répondre. Et comme vous savez, il y a toujours un décalage entre la formation qui se met sur pied et de la cohorte de formés, de certifiés qui sortiront et qui pourront être employés dans vos différents domaines. L'intégration du domaine santé sociale dans le système de formation suisse a relevé précisément que dans les différents cantons, nous avons des pratiques différentes, mais que aussi au sein des institutions, il y a
des besoins différents, aussi de manière différente à employer les différentes certifiés et diplômés dans ce domaine-là. Des nouvelles formations ont vu le jour, d'autres ont disparu et effectivement nous devons aussi redéfinir les compétences des uns et des autres et notamment l'employabilité dans les différentes institutions et dans les domaines que vous occupez aujourd'hui. Il s'agit aussi, bien sûr, de clarifier pour chacune des professions le cahier des tâches et de cette manière-là, les employer le mieux que possible dans ces domaines. Différentes séances ont eu lieu, notamment des tables rondes à laquelle certains d'entre vous ont participé pour définir justement quels seront les enjeux de demain et comment pourrions-nous répondre à ces enjeux. Dans l'idée du gouvernement, c'est notamment de pouvoir répondre d'une manière cohérente, mais aussi de ne pas jouer les différentes formations les unes contre les autres, mais précisément de les jouer en complémentarité plutôt qu'en concurrence. Et je pense que ça sera un de nos défis majeurs à l'avenir. Nous souhaitons aussi, bien sûr, entre les différents départements, répondre d'une manière cohérente et en concertation pour offrir dans ce canton aux jeunes des formations attrayantes, l'envie d'embrasser ces fonctions-là. Et c'est pour cela que nous avons organisé cette séance aujourd'hui en concertation avec les 3 départements et j'ai donc encore le devoir d'excuser M. Laurent Courte qui ne pouvait pas se joindre à nous ce matin. Pour vous donner un aperçu bien plus concret, plus détaillé, j'ai aujourd'hui le plaisir de pouvoir passer la parole à M. Christian Fellrath qui va vous donner des explications plus détaillées. Mais surtout, vous dire aussi qu'à la fin de la séance, nous aurons l'occasion de aussi répondre à vos questions et d'entendre vos besoins spécifiques. Monsieur Fellrath. Voilà, Madame la Présidente du Conseil d'État. Il faut que je mette les slides à jour. Monsieur le Conseiller d'État, Mesdames, Messieurs, chers collègues, effectivement, l'objectif est de vous présenter un peu plus techniquement l'organisation de nos travaux. On ira toujours plus dans le détail avec, après mon intervention, Enkidu Conseil qui vous donnera des explications plus concrètes sur la suite du programme. Pour ma part, je souhaitais faire un tout petit brin d'historique pour dire, comme l'a souligné la chef de département, en mars 2012, dans cette même salle, s'est réunie la première table ronde des formations du domaine santé sociale. Sous l'égide, je les cite, ça ne dit plus grand-chose aujourd'hui, mais pour la postérité, sous l'égide de la conseillère d'État, chef du département de la santé et des affaires sociales, et du conseiller d'État, chef du département de l'éducation et de la culture et des sports. Aujourd'hui, répartis donc entre 3 départements, vous l'aurez compris. À cette occasion, il est apparu comme une nécessité d'établir une stratégie visant à permettre une meilleure cohérence entre les offres de formation et les besoins des domaines de la santé et du social, mais également d'assurer un statut à tous les professionnels formés du canton. En guise de conclusion de cette première table ronde, les différents services concernés par la planification et le financement des prestations des domaines de la santé et du social ont reçu le mandat de mettre en adéquation l'offre et la demande en matière de personnel socio-sanitaire. Aujourd'hui, c'est donc avec l'appui d'une large représentation du Conseil d'État que nous venons vous présenter nos propositions afin de pouvoir configurer notre dispositif cantonal de formation du domaine santé sociale de manière à répondre aux besoins des employeurs. L'allongement de l'espérance de vie, la réactualisation de conventions collectives, le rattachement des titulaires de CFC, ASE et ASSC, les répartitions de personnel formé, comme la composition des équipes éducatives ou soignantes, sont autant de faits qui impliquent la nécessité de se préoccuper de la formation des professionnels de demain et de leur employabilité. L'histoire s'est vue complétée le 9 février 2014
après l'adoption par le peuple suisse de l'initiative populaire contre l'immigration de masse, rendant essentiel de mettre en adéquation notre dispositif de formation professionnelle aux besoins de l'économie, en particulier dans le domaine de la santé et du social. Le programme de législature 2014-2017 intègre ce projet dans le chapitre des ambitions du Conseil d'État. Il est également précisé dans les objectifs de législature du département de l'éducation et de la famille. Concrètement, ce projet doit permettre de faire émerger 6 mesures d'amélioration dans ce domaine. Je vous les cite. Améliorer la capacité des employeurs neuchâtelois du domaine santé sociale à engager des employés formés et résidant dans le canton. Améliorer l'accessibilité des formations qui ont un fort pouvoir d'attractivité et de développement. Améliorer l'adéquation des besoins des différents niveaux de formation au sein des institutions. Améliorer l'image et la reconnaissance des employés. Optimiser les ressources à disposition. Promouvoir la formation duale et la formation professionnelle dans le canton. Ce projet doit en outre intégrer la création de nouveaux parcours de formation de niveau ES, développer les filières de formation duale existantes de niveau AFP et CFC, permettre d'augmenter le nombre de lieux de formation, intégrer les porteurs de titres AFP, CFC et ES par les employeurs du domaine santé sociale, et enfin définir les proportions des professionnels des différentes équipes, des différents niveaux dans les équipes. C'est un projet ambitieux que nous avons divisé en 7 phases. La première étant l'identification de la problématique avec le Conseil d'État, qui a abouti en novembre 2013 déjà. Elle a été suivie par le recensement des dispositions légales concernant les niveaux de certification exigés dans les entités du domaine santé sociale, phase aboutie en octobre de l'année passée. Elle sera suivie d'un état des lieux par secteur, des effectifs et des profils professionnels et personnels des employés du domaine. Et enfin, une planification cantonale prenant en compte les différents niveaux de formation dans le domaine et proposition de modification légale. Suivi par une planification cantonale adaptant la capacité des écoles professionnelles en rapport avec les besoins, une évaluation financière du dispositif et des mesures proposées, et enfin la rédaction d'un rapport à l'attention du Conseil d'État qui sera suivi vraisemblablement de débat au Grand Conseil dans ce même hémicycle. Les 2 premières phases, je vous l'ai dit, sont terminées. L'étape du recensement est donc prête à débuter et constitue la pierre angulaire du projet. C'est effectivement sur la base de ce recensement, véritable photographie des profils de formation des employés du domaine, que reposera la planification suivante. Les projets de développement ou de réorganisation, ainsi que les effets démographiques, notamment le vieillissement de la population, seront également pris en compte afin d'avoir une vue d'ensemble la plus pertinente possible. L'aboutissement de ce projet, concrétisé par la remise d'un rapport au Conseil d'État, est prévu pour la fin de l'année 2016. Pour réaliser la suite de ce projet et assurer le respect du calendrier, une structure formelle s'est imposée. Un comité de pilotage a été constitué, présidé par la chef du DEF et composé des chefs de service concernés, du directeur du CIFOM, du président de l'ORTRA, santé sociale du canton et d'un chef de projet. Pour assurer l'aboutissement de ce projet dans les délais raisonnables, le comité de pilotage a fait le choix de s'associer les compétences d'un expert dans la gestion de projet, l'organisation, ainsi que dans la formation des domaines de la santé et du social, en la personne, la chef de département l'a déjà présenté, de M. Jean-Marc Fonjala. Pour garantir un accompagnement efficient du projet au fil des étapes, assurer les liens au sein de l'administration neuchâteloise ainsi qu'avec vous, les partenaires des domaines de la santé et du social, un groupe d'accompagnement émanant du COPIL a été, constitué et il est formé d'un représentant de l'État, d'un représentant de l'ORTRA Santé Sociale Neuchâtel, d'un représentant de la formation professionnelle. Les autres membres
du comité de pilotage épaulant ce groupe d'accompagnement. Ce projet ne vise assurément pas à mettre en opposition une formation par rapport à l'autre, mais bien à mettre en avant leur complémentarité, assurant ainsi une valeur ajoutée aux équipes. La table ronde des professions de la santé et du social de 2012 fait partie des démarches fédératrices de ce projet attaché aux professions du domaine de la santé et du social. La séance d'information d'aujourd'hui et celles qui suivront dans les 2 ans à venir s'inscrivent dans la même ligne. Je me réjouis de cette dynamique positive et encourageante autour de la formation professionnelle, finalement, au bénéfice de notre jeunesse. Je vous remercie pour votre attention et passe la parole à M. Fonjala. Madame la conseillère d'État, Monsieur le conseiller d'État, Messieurs les chefs de service, Monsieur le président de l'ORTRA, Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous rencontrer après une phase de préparation. Le canton de Neuchâtel a décidé de travailler sur des éléments extrêmement importants, comme ça vient d'être dit, qui sont les éléments liés à la formation en vue d'acquérir suffisamment de personnel dans les différentes structures que vous représentez ici. C'est un pari important dans la mesure où on sait que l'intérêt pour les métiers existe, que la durée dans les métiers est relativement brève et que les besoins en personnel sont nombreux et qu'on a très souvent constaté des goulets d'étranglement autour des possibilités de former les gens qui sont intéressés. Il y a donc un certain nombre de réflexions à mener, il faudra être imaginatif, il faut inventer des éléments qui sont spécifiques au canton de Neuchâtel, de manière à pouvoir assurer à la population le personnel nécessaire pour faire face aux besoins qui s'expriment, que ce soit sur le plan de l'évolution démographique ou des habitudes de vie, puisque on le sait maintenant, et aussi pour des raisons économiques, les familles sont, le papa et la maman doivent travailler, donc il faut pouvoir accueillir les enfants dans des lieux adaptés. Tous ces éléments-là font qu'il y a un certain nombre de réflexions à mener. Elles ont été menées au niveau fédéral par plusieurs instances ces dernières années. L'une, c'est l'ODA Santé et la conférence des directeurs de la santé qui a émis un rapport autour des années 2010, je ne me rappelle plus la date exacte, qui mettait le doigt sur la pénurie en personnel de soins. Ceci est renforcé par les études que l'on fait notamment sur la question du vieillissement de la population et des besoins qui vont émerger, que ce soit dans les soins à domicile ou dans les structures d'accueil temporaires ou durables dans le domaine du vieillissement. Il y a Avenir Social aussi qui a fait une étude sur le monde social éducatif, une étude qui est peu connue, mais qui néanmoins montre que la pénurie en Suisse, selon cette étude, est déjà existante et que donc on a un certain nombre d'éléments qu'il faut pouvoir prendre en compte. Il y a des formations qui ont également émergé, telles que les aides en soins et accompagnement, les ASE, les ASSC, tous ces métiers-là qui trouvent plus ou moins bien leur place dans les différentes équipes. Et dans la phase 2 de notre projet, nous souhaitons pouvoir aborder les questions liées à la fois aux places de ces professionnels dans les équipes et puis aux capacités de formation que les institutions peuvent aborder. Nous avons donc construit, comme l'a dit M. Fellrath, un schéma de déroulement et nous avons besoin de vous dès demain, c'est-à-dire ou lundi on va dire. Vous allez recevoir un questionnaire que M. Manousouden va vous présenter tout à l'heure, où on va vous demander un travail plus ou moins important, mais en tout cas important pour nous, c'est le recensement de la population, des ressources humaines que vous avez en ce moment à disposition, et on va travailler également sur des prévisions et sur du rétroactif. Vous aurez jusqu'au 18 août pour nous retourner ce questionnaire. On compte sur vous et sur les directeurs des ressources humaines des différentes institutions lorsqu'il y a cette fonction existante. Nous allons analyser et proposer des synthèses à partir de l'automne 2015 et nous vous présenterons les résultats le 20 janvier 2016, donc dans cette salle. Donc c'est une date que vous pouvez d'ores et déjà agender. Et nous vous demandons de réserver toute la matinée dans la mesure où nous prévoyons, selon les résultats, de faire des travaux de groupe
de manière à ce qu'on puisse pousser un bout plus loin l'analyse avec vous. La volonté de ce projet, il a été vraiment de travailler avec vous. On peut imaginer sortir des statistiques et venir vous dire dans quelques mois, voilà la situation, voilà comment c'est et voilà ce qu'il faut faire. On est bien conscient, et ça a été un choix d'entrée, qu'il était nécessaire de partir du terrain, de comprendre les réalités du terrain et de travailler avec vous. C'est pour ça que nous avons mis en place cet élément et c'est pour ça que nous avons besoin de vous. Sans votre participation, ça va être difficile de préparer des dispositions cohérentes et incitatives pour l'avenir. Donc le 20 janvier 2016, nous verrons dans cette salle, le but de l'enquête, c'est de mettre en perspective les besoins prospectifs en personnel avec la situation actuelle de l'emploi. C'est pour ça qu'on va venir voir aussi la provenance du personnel pour le canton de Neuchâtel de manière ciblée. Là aussi, nous aurions pu aller chercher des statistiques. C'est à travers l'Observatoire de la santé, par exemple. Pour le social, je suis moins sûr. Nous aurions pu obtenir les chiffres. Nous préférons vous demander les chiffres de manière à ce que nous puissions avoir une vue qui corresponde à ce que vous vivez véritablement. Et ces chiffres-là, ça va nous permettre d'identifier les besoins en formation et les possibilités existantes et à développer. C'est-à-dire qu'à partir des besoins actuels et de la situation actuelle, nous allons nous projeter sur les besoins futurs. Voilà, pour ces quelques mots d'introduction. Il est évident que l'enquête n'est pas diffusée, c'est-à-dire qu'on va vous envoyer un fichier Excel. Ce fichier Excel va être renvoyé à M. Madousouden. Et les contenus ne seront pas publiés institution par institution. Nous allons publier que les résultats synthétisés. Alors, évidemment que pour l'hôpital, pour Nomade ou pour l'hôpital psychiatrique, comme il y a un seul employeur, on aura des chiffres précis, mais sinon, les chiffres ne seront fournis que de manière synthétisée. À ce stade, je vais passer la parole à M. Madousouden qui va vous présenter les différents thèmes de l'enquête. Bonjour mesdames, messieurs. Je m'appelle Stéphane Madousouden, c'est moi qui suis le consultant en charge de la partie statistique de cette enquête pour Enkidu Conseil. Deux mots à mon propos, je suis récemment diplômé de finance de l'Université de Fribourg. J'y ai travaillé en tant qu'assistant en économétrie, en statistique financière, justement à la chaire d'économétrie dans le département de statistique de l'Université de Fribourg. Et je suis ravi de pouvoir mettre mes connaissances au service de ce projet et du canton de Neuchâtel. Je vais vous parler assez brièvement de ce questionnaire que vous allez recevoir. Le questionnaire s'articule autour de 4 parties. La première, c'est un recensement des différents corps de métier qui sont classés en fonction, enfin dénominés plutôt en fonction de leur position, de leur formation, de leur situation dans l'entreprise, leur origine, leur domicile. Et le point probablement principal de ce recensement sont les prévisions de départ à la retraite avec 3 horizons différents, 2016 à 2020, 2020 à 2025 et 2025 à 2030. Ces 3 horizons correspondent à différents temps dans l'implémentation des mesures que nous allons décider suite à ce projet. 2025 qui est une date clé aussi, parce que c'est là où le goulot d'étranglement de la population qui va arriver justement à la retraite, c'est en fait à ce moment-là que ça prendra lieu et les mesures seront appliquées à cet horizon-là, entre 2025 et 2030. C'est vraiment une date clé. Le but de ce recensement, c'est aussi de pouvoir, comme l'a dit M. Fellrath, regarder les répartitions des effectifs, que ce soit les profils d'équipe, les compositions d'équipe, les taux d'activité aussi, et bien évidemment de pouvoir les comparer aux besoins futurs du canton de Neuchâtel. L'adaptation des effectifs, bien évidemment aussi. La deuxième partie de ce questionnaire
parle des modifications prévisibles des effectifs à court et moyen terme. Là, on va regarder les variations prévues et prévisibles et non prévues aussi des différents corps de métier, dans le but de pouvoir dégager justement des tendances pour le futur. On parlera ensuite, dans la troisième partie, des efforts et des intentions pour la formation des différentes institutions. Ici, le but, c'est de pouvoir déterminer ce qui se passe avec les stagiaires et les apprentis et de voir si les intentions peuvent correspondre à ce qui va se passer dans le futur. Il est important aussi de noter dans cette partie qu'on va regarder les chiffres en mois et en poste aussi. Comme dans les parties précédentes, les données seront enregistrées en équivalent plein temps et en personnes, afin justement de pouvoir observer les taux. La dernière partie, c'est une étude rétroactive qui aura pour but de justement dégager des tendances depuis les 10 dernières années sur différents indicateurs, notamment le turnover, l'absentéisme et différents autres. Voilà. C'est tout pour moi. Je vais laisser la parole à M. Fonjala pour la suite. Ce questionnaire paraît... Enfin, ce questionnaire... C'est bon. Ce questionnaire tient sur un fichier Excel. Il n'est pas énorme à remplir. Nous avons veillé à vous simplifier au maximum la vie. Donc, vous allez recevoir par mail une lettre du Conseil d'État par rapport à ce questionnaire. Le questionnaire en lui-même est en mode d'emploi. S'il y a le moindre doute, vous prenez contact avec nous. Soit directement avec M. Madousouden, vous aurez son adresse mail qui sera sur le fichier ainsi que sur le mode d'emploi, ou avec moi-même par le biais de info@enkidouconseil.ch, vous trouverez également l'adresse sur les documents. Nous comptons donc sur vous. Vraiment, le questionnaire, il paraît, quand on le présente comme ça, mouse costaud, il ne l'est pas autant que ça. Pour les institutions sociales, vous pouvez notamment prendre appui sur l'enquête qui a été faite, que vous remplissez chaque année pour l'Office fédéral de la statistique. Et là, vous allez pouvoir reprendre les éléments, puisque le questionnaire se base sur les chiffres au 31/12/2014. Donc, c'est par rapport à ces éléments-là. Nous sommes conscients que sur un certain nombre d'éléments rétroactifs, vous n'avez pas forcément les indicateurs. Nous vous demandons autant que possible, si vous les avez dans vos revues de direction, dans vos modèles de gestion, de nous les donner. Ils sont importants de manière à ce qu'on puisse cibler la progression actuelle. Voilà pour ce qui est de l'enquête. Pour la suite des événements, pour la phase 2, vous avez peut-être vu dans un dia précédent qu'il y a consultant Enkidu Conseil au pluriel. Nous pourrons compter sur plusieurs personnes pour venir travailler sur l'analyse du questionnaire, mais plus loin que ça, sur les mesures à prendre, la préparation des mesures à prendre. Et je vous présente Madame Evelyne Rapogumi qui va travailler avec nous également sur cette phase 2 qui va démarrer donc en septembre 2016, printemps 2016, pardon, sur les travaux, il y a une petite erreur dans l'entête. Au printemps 2016, nous allons reprendre le questionnaire et les résultats et voir de manière concrète dans les différents domaines quelles sont les possibles évolutions en termes de formation, en termes d'employabilité. Et nous allons voir avec ces groupes quelles sont les forces de proposition qui peuvent revenir. Les groupes sont par domaine, ça veut dire qu'on va travailler avec les institutions sociales, nous allons travailler avec l'accueil de la petite enfance, nous allons travailler avec l'hôpital neuchâtelois, avec l'hôpital psychiatrique, avec les soins à domicile, de manière, et les EMS, de manière à ce qu'on puisse obtenir des éléments qui sont ciblés et situés pour chacun de ces domaines-là. À partir de là, et nous vous présenterons évidemment les résultats entre-temps, nous travaillerons pendant l'été avec l'ORTRA Santé Sociale
du canton de Neuchâtel pour voir quelles sont les propositions, comment ces travaux de groupe de la première partie peuvent se mettre en lien avec une vision globale de la formation. Et puis après, nous irons toquer aux portes des écoles, HES, ES, et puis les centres de formation ASE, ASSC et ASA, pour voir un peu quelles sont les mesures qui peuvent être préconisées ou attendues. Et ce sera ça pour l'automne 2016, de manière à ce qu'on puisse avoir en automne 2016 une nouvelle séance d'information et là de débat, pour qu'on puisse préparer un rapport final et des propositions de choix stratégiques au Conseil d'État en début 2017. Vous voyez que nous sommes calés aussi sur la législature et nous souhaitons boucler ces propositions avant la prochaine élection des autorités cantonales, de manière à ce que ce paquet puisse être ficelé à ce moment-là. Voilà pour le déroulement du projet. La phase 2 peut encore vivre quelques modifications en fonction de ce qui va se passer en phase 1, c'est-à-dire dans la première partie de l'étude, de manière à ce qu'on puisse vraiment s'adapter aux besoins sur cette deuxième partie de travail avec les différentes institutions. Voilà, M. Felrat, j'en aurais terminé. Au chef du département de la justice, de la sécurité et de la culture. Dans ma perspective, je clôturerai, mais c'est clôturé. Imaginez d'abord ton intervention, puis après les questions, puis la clôture. Très bien. Jacques. Je suis d'une telle souplesse que... Voilà, mesdames, messieurs, quelques mots, ne serait-ce que pour confirmer le travail d'équipe que nous essayons de mener, vous le savez, au sein du gouvernement, mais aussi au sein des différents services. Et là, on est typiquement dans un domaine qui recouvre 3 départements. On pourrait accuser le gouvernement, quand il a remodelé les services, de ne pas avoir mis toute la logique voulue dans ce secteur-là, puisqu'on est effectivement éclaté sur 3 départements. Mais au fond, dans les travaux qu'on a fait pour la refonte des départements, on a vu que si on voulait une logique parfaite, il faudrait faire qu'un seul département. Et puis, on n'a pas souhaité entrer dans un système avec un seul conseiller d'État. Donc, il a bien fallu partager un petit peu les choses. Vous dire que ce projet de dispositif cantonal de formation du domaine de la santé et du social, que vous me permettrez d'abréger DSS, assure la continuité de l'action gouvernementale, puisqu'il a été commencé en 2012 par une table ronde qui prend aujourd'hui une vitesse de croisière, et cela avec une nouvelle équipe aux commandes. Le DSS est un projet interdépartemental, je viens de vous le dire, et au fond c'est quelque chose qui est plus une richesse qu'un inconvénient si ça se passe bien, puisqu'il y a des impulsions qui viennent de part et d'autre. Et que seraient aujourd'hui les institutions du DGSC sans les centres professionnels ou les instituts de formation du DEF? Poser la question, c'est y répondre. Le DSS transcende les particularités régionales, ce n'est pas un projet du haut ou du bas, c'est un projet cantonal qui pourra, cas échéant, offrir plus largement encore des prestations de formation à une région plus large peut-être même que le canton. Et ça, c'est un credo de votre gouvernement. Un canton, un espace, vous l'entendrez encore, mais pas seulement. C'est un canton, un espace, 3 petits points, intégrés dans des espaces plus vastes. Ça veut dire qu'on doit être unis entre nous et faire les choses globalement entre nous, mais ne pas oublier qu'au-delà des frontières, on s'insère et qu'il y a peut-être des formations qu'on peut, typiquement dans ce domaine-là, proposer à d'autres, ou au contraire peut-être se raccrocher sur des formations qui seraient fournies par l'extérieur. On pense qu'aujourd'hui, un canton ne doit plus fonctionner complètement par et pour lui-même, mais qu'il doit être considéré qu'il est pris dans des espaces plus vastes. Le DSS nous paraît essentiel pour relever les défis d'une société en mutation sanitaire et sociale, l'allongement de la vie, la possibilité de toujours mieux se soigner, l'individualisation des prises en charge, le souci de respecter la différence, l'accompagnement de la personne en situation de handicap, la lutte contre la fragilisation, etc., etc. C'est autant de thèmes d'actualité qui modifient la société, donc les besoins des citoyens et en conséquence les missions des professionnels de l'aide. Tout ça est bien entendu complètement lié. Le DSS est nécessaire pour donner suite aux changements dans le domaine de la formation. Les métiers d'aide se déploient grâce à de nouveaux cursus, de nouveaux titres, de nouvelles spécialisations, de nouvelles complémentarités, et la planification des besoins doit en tenir compte. Pour les soignants eux-mêmes aussi, on doit tenir compte du fait qu'ils doivent pouvoir évoluer, se remettre en question, des formations continues, etc.
Le DSS représente un investissement pour mieux maîtriser les dépenses de demain, ne créer que les formations nécessaires, selon une réelle politique des moyens, devrait permettre de répondre aux besoins sans gaspillage. C'est évidemment là aussi un souci du gouvernement, un souci long terme. Il y a beaucoup de tendances long terme qu'on essaye d'implanter dans ce gouvernement, c'est-à-dire prendre le risque peut-être d'investir aujourd'hui pour que demain les choses soient plus logiques, plus cohérentes et au final de coûts raisonnables. Ça vaut dans beaucoup de domaines, ça vaut notamment dans le domaine de la prise en charge sociale. Le DSS doit pouvoir offrir à l'État et donc à ses citoyens une qualité des prises en charge, donc aux employeurs du domaine une certaine sécurité face à leurs responsabilités. Voilà, vous dire enfin, avant la partie consacrée aux questions qui, je croyais, précédaient mon intervention, mais finalement pas, eh bien que le gouvernement vous donne rendez-vous en janvier 2016 pour découvrir ensemble quels sont les besoins. Et dans cette attente, le gouvernement vous est réellement reconnaissant de participer à cette analyse, de monter dans le train de cette vision d'avenir, de monter dans le train dans lequel nous souhaitons réunir le plus de passagers possible. La partie terminée, on entre dans une partie que j'espère interactive, sinon on vous libérera de manière anticipée. La parole est à qui veut la prendre. Monsieur ? Voilà, c'est bon. Voilà, Luc Daple, secrétaire général d'intérim de l'ANEMPA. J'interviens à plusieurs casquettes, puisque je suis en même temps membre du comité directeur de l'ORTRA Santé Nationale, l'ODA Santé Nationale, de Curaviva Suisse aussi, et vice-président de l'ORTRA Intendance Neuchâtel, directeur du Home du Biais par ailleurs. Donc vous voyez beaucoup de casquettes, donc un souci d'efficience dans le travail. Première remarque, alors j'adhère complètement au projet. Pour ce qui touche les EMS du canton de Neuchâtel, la totalité des chiffres qui nous ont été annoncés, alors il y a peut-être d'autres domaines qui sont demandés, mais sont déjà dans la possession du canton, soit par le biais de nos comptes, avec l'absentéisme, tous les données qu'on donne, également par SOMED. Donc j'ai un peu peur qu'on recharge un petit peu le navire en termes de travail administratif des directeurs. Et là, on ne parle pas de statistiques, on parle vraiment de chiffres réels. Ça, c'était un premier souci. Le deuxième souci que j'avais, c'était de savoir dans quelle mesure, par rapport à la phase 2, l'étude de ce qui s'est fait au niveau national par rapport à l'attractivité des professions, notamment de la santé, il y a plusieurs études qui ont été faites ces 3 dernières années, au niveau ASA, au niveau ASSC notamment, dans quelle mesure ces études étaient déjà prises en compte pour qu'on puisse avoir un cheminement qui soit fait à ce niveau-là. Et puis le troisième élément qui m'interpelle un petit peu, c'est au niveau des profils de profession. Dans ce que vous avez présenté, vous parliez de recibler les profils de profession. Ces profils de profession, ils sont déterminés déjà de manière nationale et je ne vois pas quel travail on pourrait faire spécifiquement à ce niveau-là, si ce n'est des doublons. Et je reviens sur ma première intervention, donc le souci d'efficience et de ne pas travailler à double pour certaines choses. Merci. Monsieur Fonjala, pour ce qui peut, Christophe, tu peux donner des précisions aussi, Christophe Guy, sur le fait qu'il y a une partie des informations qui sont déjà à la santé publique. Et peut-être d'abord Monsieur Fonjala. Oui, volontiers. Sur les questions liées à l'attrait des métiers, il y a effectivement un certain nombre de mesures qui sont déjà dans le rapport ODA Santé CDS. Et ça, ce sera intéressant, alors je ne l'ai pas exprimé, mais ça fait partie des différents éléments qui devront être pris en compte pour voir comment les employeurs peuvent ici travailler sur ces éléments-là, y compris sur l'attrait des métiers et la durabilité des gens dans les fonctions. J'ai actuellement, Enkidu Conseil a actuellement un mandat pour Curaviva pour une recherche qui est financée par l'Office fédéral des assurances sociales sur la facilitation de l'emploi pour les proches aidants, entre autres, ou les personnes qui ont des charges de famille. Et on est en train de travailler sur ces mesures-là. On sait également que si on augmente le
taux d'activité de 5 ou 10% en moyenne, on obtient une diminution importante du nombre de personnes qu'il faut former et employer. Donc il y a toute une série de mesures qui sont existantes et je vous assure que nous allons prendre ces éléments avant la phase 2 pour les injecter dans les travaux de groupe. Et ce sera intéressant qu'on puisse d'ailleurs éventuellement en parler parce qu'il y a peut-être des éléments, même si j'ai été président de l'ORTRA Santé Sociale du canton de Fribourg, qui m'ont peut-être échappé depuis. Mais comme le président de l'ORTRA de Fribourg est au comité de l'ODA Santé, on va pouvoir se causer. Voilà, donc les relais, je les ai de ce point de vue-là. Sur la question des profils professionnels, je me suis mal exprimé. J'ai été vice-président de la commission de réforme qui a mis en place la formation d'ASA, responsable de l'implémentation de cette profession en Suisse romande avec Philippe Weisser. Donc je connais bien les plans de formation, j'organise aussi des sessions d'approfondissement et d'utilisation du plan de formation ASE pour les faits. Donc je connais bien et les exigences et les plans de formation. Maintenant, ce que je constate, c'est des écarts dans l'implémentation de ces métiers dans les équipes et des difficultés parfois à utiliser, à comprendre véritablement les compétences qui sont posées, qui sont à disposition et comment elles sont utilisées. Et c'est autour de ça que je me dis qu'il y a peut-être des choses à réfléchir ensemble sur comment ces profils professionnels sont véritablement utilisés. On rencontre par exemple des difficultés en ce moment sur l'implémentation du métier d'aide en soins et accompagnement, parce que, il y a quelques petits problèmes de micro, mais parce que le métier n'est encore pas compris. C'est pas des aides soignantes, c'est pas des aides animatrices, c'est quelque chose sur une vision métier qui est différente. Et ces éléments-là, je trouve que ça vaut la peine de les approfondir un bout, parce que à travers ça, on va pouvoir aussi peut-être imaginer des ressources nouvelles, des engagements nouveaux, des nouveaux équilibres d'équipe qui peuvent amener à pas des solutions, mais des éléments facilitateurs quant à l'emploi. Voilà. Quant aux statistiques, alors je suis très content de vous entendre maintenant. On va attendre l'intervention, parce que c'est vrai qu'il faut simplifier au maximum la tâche. Oui, bonjour. Effectivement, il existe une statistique SOMED, donc qui est une statistique de l'Office fédéral de la santé publique. Par contre, je ne suis pas certain, je ne suis pas un spécialiste de ces statistiques, des données qu'il y a dedans, mais je ne suis pas sûr qu'elles se recoupent entièrement avec celles qui sont demandées dans le cadre de l'analyse qui sera faite. Et à ce titre, je ne pense pas qu'elles sont aussi précises. Je ne suis pas sûr qu'elles sont aussi tout à fait actuelles. Donc il y a un décalage un petit peu dans le temps. Et puis il y a aussi des éléments d'ordre plus prospectif qu'on n'a bien sûr pas dans de telles statistiques. Donc c'est pas pour dégager la balle en touche qu'on ne veut pas s'en occuper, mais je pense que ça serait quand même bien que ça vienne du terrain des acteurs. Et on les appuie bien sûr volontiers dans ces démarches si nécessaire. Au niveau des partenaires et des institutions, ça permet aussi d'utiliser le fruit des données récoltées de manière concrète. Elles ne sont pas contestables après par les partenaires sur le terrain. Forcément que si c'est les services qui ont une partie des données, après il y a aussi une partie d'interprétation et on écarte ce risque-là. Ça vous convient? Bof. D'autres questions? Oui. Voilà, je remercie M. Guy pour cette information. Juste, on fournit également avec nos comptes un protocole d'absence, donc qui tient compte de l'absentéisme, qui tient compte des professions. Au niveau de la convention collective de travail, on a tout le suivi au niveau par rapport au départ à la retraite et tout. Donc c'est tous des éléments qui sont fournis chaque année par les institutions depuis de nombreuses années. Mais on remplira le questionnaire, il n'y a pas de souci. Voilà. Juste pour dire, donc, Vincent Martinez, président de l'ORTRA Neuchâtel Santé Sociale. Ce qui est important dans le projet, moi c'est pas une question, je vais donner 2-3 mots.
Vous avez bien vu qu'il y a une notion de partenariat qui est posée avec l'ORTRA Neuchâtel Santé Sociale. Donc, M. Felrad vient de le dire par rapport aux chiffres. Ce qu'on souhaitait, nous, c'est qu'effectivement, vous soyez tous partenaires. Nous sommes tous partenaires avec l'État de Neuchâtel dans ce travail, même si on sait que les situations sont difficiles actuellement au niveau des finances et tout. Mais s'il vous plaît, déjà, ne pas mélanger les deux genres. Là, on va parler de formation, puis trouver des solutions qui permettent à notre jeunesse ou à notre moins jeunesse, parce qu'il y a aussi des validations d'acquis, il y a d'autres éléments qui viennent pour que les gens puissent trouver de l'emploi et puis pas se retrouver, je dirais, bêtement au chômage ou à l'aide sociale si on peut trouver des solutions. Donc ça, vraiment, merci de faire la part des choses. En lien avec le niveau de formation, c'est clair que j'ai aussi le plaisir d'avoir différentes casquettes. Hein. Je suis directeur général de la Fondation Les Perce-Neige et président de l'ANMEA. Je constate aussi qu'il y a une méconnaissance parfois dans les milieux de qui peut faire quoi. Et il y a vraiment des fois ce bête combat entre niveaux de formation en train de se dire oui mais ça c'est de l'HES, ça c'est de l'IS, ça c'est du CFC. Finalement s'il n'y a pas cette connaissance qui est faite des différents profils mais qui commence à venir et qu'il n'y a pas cette reconnaissance que chacun il est apte à avoir des compétences jusqu'à un certain niveau, ça permet aussi après quand on doit discuter des principes de loi, de règlement et compagnie de se dire oui, on veut X% de ce type de population de travail. Parce qu'actuellement, dans le canton de Neuchâtel, on a plutôt des grandes vagues. On vous annonce 60% de gens formés, par exemple, dans le domaine de la petite enfance ou de l'enfance. On ne vous a pas dit c'est X d'éducatrices de l'enfance, X ASE. Enfin, je veux dire, il ne faut pas tomber non plus dans le piège dogmatique du pourcentage, mais des vagues, des mouvements qui vous permettent de dire quel type de formation nous souhaitons des gens formés, c'est important. Parce que ça permettra aussi de dire, OK, il nous faut former tant et tant et tant. Un autre élément pour moi qui est important, c'est, je pense qu'il y aura des questions, mais vous avez vu aussi qu'il a été mis dans le projet un élément un peu peut-être tabou, mais c'est le taux de frontalier. J'ai vu quelques réactions en tout cas par là, en disant, tiens, waouh. Il n'y a pas de secret, je veux dire, nous sommes, si on parle de l'ORTRA, nous nous occupons de la formation dans le domaine de santé sociale pour le canton de Neuchâtel, pour les gens qui habitent le canton de Neuchâtel. Donc pour nous, c'était aussi important, en tout cas, pour moi en tant que président, de mettre en avant qu'on souhaite qu'il y ait aussi des débouchés pour les jeunes et les moins jeunes, parce que j'insiste toujours sur les moins jeunes, qui se forment pour qu'ils puissent trouver de la place chez nous. Je rappelle que s'ils restent travailler chez nous, c'est aussi des impôts qui arrivent et ainsi de suite, de l'aide pour nous. Donc c'est un ensemble de choses. Mais j'insiste vraiment sur le fait, pour moi, important qu'on participe tous. Je me rappelle juste que quand on a lancé l'ORTRA, nous avions essayé de faire une sorte de genre d'enquête comme ça. Il y avait eu beaucoup de réticences. Or, ce n'était pas l'État qui faisait la demande d'enquête, c'était l'ORTRA, donc ceux qui vous représentent. Donc je pense qu'entre-temps, j'espère que l'ORTRA a pris plus ou moins une place, pas dans vos cœurs, mais au moins dans vos têtes, de façon à ce que vous jouiez vraiment le jeu, puisqu'on puisse avoir les réponses et que nous puissions travailler notamment, bon évidemment la phase 1, et notamment la phase 2 qui me paraît assez essentielle. Merci. Voilà, merci au président de l'ORTRA pour son soutien. La parole est toujours à qui veut la prendre, s'il y en a. Oui. Bonjour, merci. Directrice de la crèche communale de Val-de-Travers. Moi, j'ai juste une question par rapport à l'intervention de M. Martinez. En ce qui concerne justement les différences entre les ASE, les éducateurs qui sont dans les structures de la petite enfance, moi, j'aimerais savoir s'il y a une intention claire de créer un document où on a dans le contenu les tâches qui sont un petit peu plus clarifiées et spécifiques aux différentes formations dans le secteur de la petite enfance, par exemple. Un document officiel ou un document qui soit utilisable dans toutes les structures, par exemple. Oui, pour vous répondre, je ne connais pas encore, parce que j'arrive, quelles sont les instructions du service de protection de l'adulte et de la jeunesse sur les taux d'accompagnement qui sont nécessaires. Ensuite, le travail sur la phase 2, sur le printemps 2016, nous permettra de travailler sur ces questions-là et de voir en quoi il y a comment sont profilés les gens dans les crèches ou dans les lieux d'accueil de l'enfance entre les EDE et les ASE. Il y a à mon sens des limites, mais qui sont
qui sont fluctuantes à cause du marché de l'emploi. Et pour ça, il faut vraiment qu'on ait l'enquête. Parce que la difficulté, je ne sais pas comment c'est sur Neuchâtel, mais dans beaucoup d'autres cantons, le marché des éducatrices de l'enfance, il est à sec en ce moment. Et lorsqu'on met une annonce, on ne trouve personne. Et ça, c'est une vraie difficulté. Et il y a une nécessité de renforcer, à mon sens, les formations d'éducatrices de l'enfance si on veut pouvoir tenir sur des projets d'accompagnement de famille, sur la gestion des situations complexes, sur les lignes pédagogiques qui sont typiquement du niveau d'école supérieure. Mais là, il y a des gros enjeux. Et la pénurie, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la pénurie en éducatrice de l'enfance, elle est évidente. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'enquêtes pour s'en rendre compte. Donc oui, il faudra travailler là-dessus, puis être suffisamment imaginatif peut-être pour se caler sur le modèle de l'emploi. Comme l'a dit M. Madous-Souden, notre travail, il est sur 10 ans. Parce qu'entre la promotion de places de formation, le temps que les gens se forment et qu'ils arrivent sur le marché, on vise 2025. Oui, Pierre Seyler, Fondation L'Enfance et la Vie. J'ai différentes interrogations là qui sont comme ça dans ma tête. Donc j'entends bien que la volonté est de former plus de CFC, ES et AFP. Une de mes questions, alors qu'en est-il des HES? Une autre question également, est-ce qu'il y a une volonté de descendre un petit peu le niveau de formation et de fermer un peu la porte aux HES? Et encore une question, et qu'en est-il de la justification salariale, cette différence salariale entre les HES et les ES, en sachant qu'au niveau OFJ, les formations sont reconnues les deux. Voilà, j'ai différentes questions. Et aussi cette hiérarchisation qu'il va y avoir dans les équipes. Est-ce qu'un éducateur HES sera finalement, peut-être un peu comme dans l'industrie, chef d'équipe avec des employés qui seraient plus à faire des travaux plus subalternes? Alors je vais profiter de mes différentes casquettes. Concernant la notion de dire, tiens, est-ce qu'on oublie les HES ou pas, on est en train de parler depuis le départ, chacun une place de travail. Donc quand on parle de chacun une place de travail, ça veut dire on parle aussi des HES, et soyons clairs, le projet pour HES, ES, CFC, attestation fédérale professionnelle. Concernant les histoires financières, ça c'est lié à la convention collective, donc à mon avis, c'est pas tout à fait lié à la gestion qu'on en fait des niveaux de formation, mais de comment on va pouvoir prétendre à utiliser les différents niveaux de formation, et ça, c'est complémentaire en lien avec la négociation de la convention. Là, j'ai pris ma casquette de président de l'ANMER. Donc, je vais prendre celle de directeur général de la Fondation Les Perce-Neige, où nous avons mis en place, nous, un dispositif où clairement, on a défini qu'est-ce que faisait un ASE, ce que faisait un ES, ce que faisait quelqu'un d'HES, sans hiérarchiser. C'est la mort du système si vous hiérarchisez les fonctions et les compétences entre les gens. C'est-à-dire être assez clair, je rejoins ce que disait madame, de qui fait quoi. Et il y aura toujours des zones entre, ça ce qui est normal, mais c'est de le définir. Parce que fondamentalement, le job de gérer une équipe, c'est un job d'un chef, c'est pas le job d'une fonction en lien avec des compétences métiers. Donc de dire que le HES sera chef, je m'excuse, un HES n'est pas formé pour être chef. C'est pas non plus la formation d'un CFC et compagnie, c'est d'autres niveaux de formation, c'est d'autres compétences requises qui ne s'acquièrent pas en formation, je dirais, de base dans un métier. C'est d'autres choses. Donc vraiment, j'insiste lourdement sur le fait que tout ça est complémentaire et qu'il s'agit de trouver que chacun se trouve à sa place. Et juste dans l'intitulé que tu annonces, ça me dérange déjà parce que tu as déjà fait une hiérarchie dans ta tête. En me disant oui, mais on veut descendre le niveau de formation. Moi, je dis simplement que ce sont des compétences différentes à utiliser pour le bien-être des personnes que nous accueillons, que ce soit les personnes âgées, jeunes ou handicapées. Donc c'est là que ça se passe. Et c'est donc aussi dans l'état d'esprit des gens, ça doit être, et non pas dans la bête revendication de niveau de fonction ou de formation, mais je dis même dans l'autre sens, celui qui me dirait « ouais, moi je veux plus que des AFP », il serait aussi dans l'erreur. C'est vraiment répondre aux besoins, dans ce cas-là, de la population de Châteloise, indépendamment de son âge.
Cette étude va aussi nous aider à répondre à un postulat qui est pendant au niveau de mon département. C'était notamment la demande du Parlement d'étudier l'opportunité d'avoir une formation ES santé sociale dans le canton. Et on devra aussi répondre à ce postulat-là. Donc pour nous, il est vraiment important de dire qu'il n'y a aucune volonté du Conseil d'État de jouer l'une contre l'autre des formations, mais vraiment de réfléchir en complémentarité, mais aussi en besoin de main-d'œuvre de vos institutions. Je crois que c'est vraiment à ça qu'on doit répondre. Et nous assistons aujourd'hui à l'ouverture de différentes formations ES, notamment dans le domaine santé. Il y en a une qui est ouverte sur Saint-Imier. Il y en a une autre qui va s'ouvrir au Valais. Donc, on voit que je dirais, ce dogme qui a été celui de la Suisse romande, je suis désolée de devoir le dire, mais je crois qu'il y a vraiment des approches très différentes entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, on a toujours continué de former et des ES, et des HES, et des CFC, et des AFP. Donc, on a toujours couvert l'ensemble des besoins par des formations spécifiques. Et c'est vrai qu'en Suisse romande, on a plutôt pris la voie de former, notamment dans le domaine santé sociale, que des HES, des CFC et des AFP. Et puis, on a complètement occulté la formation DS. Aujourd'hui, on est confronté quand même à une mobilité beaucoup plus grande. Donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des ES qui vont se former dans le canton de Berne et qui vont, d'ici quelques années, forcément aussi être disponibles sur le marché du travail du canton de Neuchâtel. Aujourd'hui, il y a un moratoire parce que la majorité, j'insiste sur le fait j'insiste sur la majorité des chefs de département de l'instruction publique qui ont demandé au canton de Berne de mettre un moratoire, c'est-à-dire de ne pas accepter des ressortissants des cantons, d'autres cantons que Berne dans leur cursus de formation. Donc, ils ont mis un moratoire que la candidate ou le candidat doit habiter effectivement pendant 2 ans dans le canton de Berne pour être admis à la formation. Mais ce moratoire, il sera applicable pendant un certain nombre d'années. Je peux m'imaginer qu'avant 3 ans, ce moratoire ne va plus exister parce que la demande sera forte et puis les candidats vont habiter 2 ans dans le canton de Berne, ils seront admis et reviendront ensuite sur l'ensemble des cantons francophones. Donc vraiment, je pense qu'on doit réfléchir ensemble par rapport aux besoins et puis après, on doit réfléchir ensemble avec les autres cantons sur un espace de formation francophone. Moi, je pense qu'on ne peut pas juste comme ça réfléchir canton par canton, mais nous devons être complémentaires dans les cantons, répondre aux besoins, mais aussi arrêter d'offrir toutes les formations partout. Je crois qu'aujourd'hui, les finances cantonales à peu près dans tous les cantons sont fragiles et nous devons travailler ensemble pour répondre à l'ensemble des besoins et en complémentarité des formations offertes. Merci. Pour ces précisions, on voit que ce projet s'inscrit effectivement dans une dimension qui sort des frontières cantonales. Il faut néanmoins avant tout connaître ce qui se passe dans nos frontières et dans nos institutions, chez nos partenaires. Avec nos collègues des autres cantons, faire ces planifications. On est toujours dans les questions. Bonjour, Laurent Girardin, Alpha 7. J'interviens aussi avec plusieurs casquettes, celle aussi du représentant neuchâtelois à l'INSOS pour la commission de formation au niveau national et puis aussi comme membre du conseil de l'ARPI. 2 questions. Au niveau philosophique, j'adhère complètement à la démarche et puis je me réjouis de voir que le dispositif puisse s'étoffer à terme. Par contre, 2 autres facteurs sur lesquels je m'interrogeais. La première, c'est qu'en ce moment, en tout cas au niveau ASE et ASSC, il y a des commissions de consultation qui commencent à reprendre les plans de formation. Je sais que les HES sont aussi en réflexion pour une démarche de ce type-là. Et une autre aussi question, c'est que si on s'inquiète aussi du nombre d'intervenants au niveau social,
qu'en est-il aussi des besoins en formateurs? Parce qu'au niveau des écoles aussi, si on multiplie les dispositifs, il va falloir aussi étoffer la qualité des interventions des personnels qui vont former ces gens. Que je puisse vous répondre. Ça me fait plaisir d'entendre quelqu'un d'INZOS parce que j'ai été président de la commission intégration professionnelle pour INZOS. Et sur ces questions-là, il y a effectivement les plans de formation. Il y a une obligation légale au niveau fédéral de les revisiter tous les 5 ans. Donc on est dans des démarches complètement normales. On sait qu'il y a quand même eu des changements en 2011 assez importants sur le plan de formation ASE, je crois que c'était 2011 ou un peu après, notamment sur la personne âgée. Les choix maintenant, je ne sais pas où ils en sont, c'est sur la méthodologie de formation. Est-ce qu'ils vont garder triplex? Est-ce qu'ils vont passer à la méthode Corée? Ces questions-là, elles sont assez fondamentales, mais on est dans un champ tout à fait normal. Et effectivement, ce sera intéressant de voir comment le terrain, puisque c'est le terrain qui est dans les commissions de réforme, ce sera intéressant de voir comment le terrain va influer sur le plan de formation ASE, et merci d'attirer notre attention sur le fait qu'il va falloir pouvoir prendre ça en compte, effectivement. Mais c'est une démarche tout à fait normale, et j'apprends que les HES vont faire de même. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est pour la question des plans de formation. Et puis, l'autre élément sur les besoins en formateurs, c'est aussi un élément qu'il faudra effectivement prendre en compte. On sait qu'actuellement, il y a des formations de PF au niveau HES, évidemment, que le centre de formation j'ai un blanc, j'allais dire l'OFFT, mais c'est faux. L'IFFP, merci, avec les abréviations, a sorti une formation de PF de type ES, et puis il y a les faits. Donc ces éléments-là, après, c'est plus la capacité des équipes à absorber les personnes en formation qui me fait souci, avec la multiplicité des demandes. Si on pense au domaine de la santé, il n'y a pas que ASSC et infirmières, il y a les ambulanciers, il y a plein de métiers où on demande, il y a toute la partie l'école degré diplôme qui demande aussi des places de stage, et parfois les inquiétudes elles sortent non pas sur le nombre de formateurs mais sur la capacité des équipes à faire face à ces demandes. Et là franchement il va falloir être inventif. On a avec Enkidu, on a travaillé sur des thèmes de ce type-là pour la République et Canton du Jura, et on n'a pas trouvé de solution. C'est un goulet d'étranglement, et il va falloir être inventif là-dessus. C'est le principe, enfin pas le principal, mais c'est un des gros soucis. Oui. Merci. Autre question? Ça ne pas être le cas. Avant de lever la séance et de vous libérer, je remercie les deux chefs départements d'avoir pris du temps, et vous remercie d'en avoir fait de même. Vous dites qu'on a choisi de vous réunir par choix de représentation. Pas pu imaginer et trouver une salle pour réunir tous les directeurs et directrices d'EMS, idem pour les structures d'accueil, etc. Et c'est pour cette raison qu'on utilise l'infrastructure de cette salle du Grand Conseil, tant au niveau de sa sonorisation que de son image. Et il y aura des reflets filmés de cette séance, notamment les questions-réponses et les moments clés des présentations que vous pourrez retrouver sur le site de l'ORTRA, www.ortra-neuchâtel.ch. L'adresse sera dans le courrier du Conseil d'État que vous recevrez dès lundi. L'idée étant que ainsi ce moment peut être partagé avec les personnes qui n'étaient pas présentes aujourd'hui. Voilà ce qui devait être dit. Je vérifie s'il n'y a pas une question qui est encore arrivée. Ça ne semble pas être le cas. Je vous remercie beaucoup pour votre participation. Je vous remercie des relais que vous pourrez faire à travers vos associations professionnelles notamment pour le bon accueil et le retour de ce formulaire pour le 18 août. Merci beaucoup.